Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons une histoire inspirante de succès, et nous allons parler d'une personne qui se cache derrière l'une des entreprises les plus reconnaissables au monde, Nike. Ou Nike, comme vous préférez. L'histoire de Phil Knight est un exemple de la façon dont la passion, la persévérance et la quête d'innovation peuvent transformer toute une industrie. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce format et quelles autres histoires de succès vous aimeriez entendre. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. Bon visionnage à tous. Commençons par le début. Phil Knight est né à Portland, dans l'État de l'Oregon, dans une famille d'avocats qui est ensuite devenu éditeur. Enfant, Phil ne montrait pas de talent particulier dans les affaires, mais sa passion pour la course à pied a été le premier pas vers la création d'une entreprise de sport révolutionnaire. Lorsque Knight étudiait à l'Université de l'Oregon, il pratiquait la course à pied et se distinguait par sa persévérance. Et son entraîneur Bill Bowerman, cherchant à créer des chaussures innovantes, a utilisé Phil pour tester de nouveaux modèles. À l'époque, les chaussures de sport aux États-Unis étaient inconfortables, et les modèles de qualité des fabricants allemands coûtaient cher. Déjà à ce moment-là, Phil a dit que sans idée, il ne peut y avoir rien de grand. Cette pensée est devenue la base de son succès futur. Après l'université, Knight a effectué son service militaire et est entré à Stanford, où, lors d'un des séminaires, il a conçu le concept de son entreprise. Les chaussures japonaises peuvent-elles rivaliser avec les marques allemandes comme les appareils photo japonais ont rivalisé avec les Allemands? Ceci a été le premier pas vers la création de Nike. Après avoir terminé ses études, Phil a travaillé comme comptable, mais son rêve d'avoir sa propre entreprise est resté avec lui. Il est parti au Japon, où il a conclu un contrat avec la société Onitsuka pour la distribution de leurs baskets Tigers aux États-Unis. De retour chez lui, Phil a commencé à vendre des chaussures directement du coffre de son camion lors de compétitions sportives. C'est ainsi qu'est née l'entreprise Blue Ribbon Sports, qui est devenue plus tard Nike. Au départ, le succès n'a pas été facile. Des concurrents comme Adidas ne prêtaient pas attention à la jeune entreprise, mais Knight ne se décourageait pas. Il a continué à travailler, croyant que ses baskets changeraient le marché de la chaussure de sport. En 1971, Phil Knight prend la décision importante de quitter son emploi de comptable et de se concentrer entièrement sur sa société. Cela a marqué un tournant non seulement pour sa carrière, mais aussi pour toute l'industrie de la chaussure de sport. Comprenant que l'entreprise avait besoin d'un nouveau nom et d'un logo, Knight a accepté la proposition de son premier employé, Jeff Johnson, de nommer la société Nike. Le logo de l'entreprise, le célèbre swoosh, a été créé par l'étudiante Carol Davidson, qui a reçu seulement $35 pour ce travail. Cependant, lorsque Nike est devenu un géant du monde du sport, Phil Knight l'a remercié avec des actions de l'entreprise et une statuette unique avec le logo, ornée de diamants. C'est devenu un exemple de l'importance de valoriser ceux qui étaient à l'origine. Au printemps 1972, le monde a découvert les premières baskets Nike avec le nouveau logo. L'une des principales innovations a été la semelle en gaufre. Oui, vous ne rêvez pas. Créée par Bill Bowerman, inspiré par le gaufrier de sa femme, Bowerman a conçu un design unique qui améliorait l'adhérence de la chaussure sur la surface, la rendant plus légère et plus confortable. Cette innovation a créé un véritable engouement dans le monde de la chaussure de sport. La période de popularité du mode de vie sain et du fitness a été bénéfique pour l'entreprise. Les baskets à semelle en gaufre sont devenues un véritable succès. Et le modèle Baffle Trainer a gagné une immense popularité parmi les athlètes et les amateurs de mode de vie actif. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été facile. Pour attirer l'attention sur la marque, Phil et sa femme ont organisé la première campagne publicitaire de Nike lors des qualifications pour les Jeux Olympiques, mettant en avant le logo de l'entreprise et captivant l'attention du public. L'entreprise a également été confrontée à des défis. Le partenaire japonais Onitsuka a commencé à augmenter les prix des produits, ce qui pourrait nuire à l'entreprise. Cependant, prévoyant des difficultés, Phil Knight a commencé des négociations avec une autre entreprise japonaise, Nissho Iwai. Bientôt, Knight a décidé de passer à la production de chaussures aux États-Unis. Cette décision, ainsi que la stratégie de réduction des coûts de production, ont permis à Nike de rester compétitif sur le marché en proposant des chaussures de qualité et abordables. Comme le disait Phil Knight, l'entreprise s'adaptait et se développait même en concurrence. C'est précisément cela qui a aidé Nike à devenir le leader mondial de l'industrie du sport. En 1979, Nike avait déjà conquis 50% du marché des chaussures de sport aux États-Unis, devançant son principal concurrent, Adidas. Mais pour Phil Knight, ce n'était que le premier pas vers un objectif ambitieux, conquérir le cœur de tous, indépendamment de l'âge, du sexe et du niveau d'activité physique. C'est à ce moment-là qu'est entré en scène un élément clé du succès de Nike, Michael Jordan. Phil Knight a réalisé que la qualité des chaussures est importante, mais pour un véritable succès, il faut des athlètes capables d'inspirer toute une génération. Nike a signé des contrats avec des stars tels que le basketteur Bo Johnson, le tennisman John McEnroe et l'athlète Carl Lewis.
Mais le plus grand succès de l'entreprise a été le contrat avec le jeune basketteur Michael Jordan. Les baskets Air Jordan, lancés au milieu des années 80, ne sont pas devenus simplement des chaussures, mais un symbole de succès et de style pour toute une génération. L'entreprise était ciblée sur la jeunesse et est devenue un véritable phénomène. Pour les adolescents, les baskets Air Jordan incarnaient le désir d'être comme leur idole, Michael Jordan. Cependant, Nike a commis une erreur en négligeant le marché en pleine croissance des chaussures de sport pour femmes. Dans les années 80, le fitness et l'aérobic sont devenus une partie de la vie quotidienne de nombreuses femmes aux États-Unis, mais Nike s'est concentré à un public masculin. À ce moment-là, la société Reebok a lancé des baskets abordables pour l'aérobic qui sont devenues un succès auprès des femmes. En conséquence, en 1987, Reebok a dépassé Nike en vente pour la première fois. Phil Knight a ensuite reconnu cette erreur, la qualifiant de missed opportunity. Mais c'était un défi que Nike a relevé. L'entreprise a répondu par une campagne publicitaire agressive visant à inspirer les gens à faire du sport et à le faire avec des chaussures Nike. À ce moment-là, la stratégie de l'entreprise a été révisée, réalisant que le marketing joue un rôle crucial. Comme il l'a dit, maintenant nous ne sommes plus seulement des fabricants de chaussures, nous sommes une entreprise de marketing où le produit est l'outil principal de promotion. L'un des choix clés a été le contrat avec Michael Jordan en 1984 que beaucoup considéraient comme risqué. À l'époque, Jordan n'était qu'un débutant en NBA, mais Nike a misé sur son potentiel et ce pari a porté ses fruits. Jordan n'est pas seulement devenu le meilleur basketteur de tous les temps, mais il a également fait de Nike un symbole de style et de succès. Les baskets Air Jordan sont devenus légendaires, mais cela n'a pas été sans scandale. La NBA a interdit à Jordan de porter des Air Jordan sur le terrain en raison de leur design audacieux, ce qui a entraîné des amendes pour chaque match. Au lieu de céder, Nike a vu là une excellente opportunité de marketing. Il a permis à Jordan de continuer à porter des baskets interdites, ce qui a seulement renforcé l'intérêt pour le produit. Les fans suivaient chacune de ses apparitions sur le terrain, et les Air Jordan sont devenus un symbole d'audace et de style. Cette campagne publicitaire s'est avérée réussie. Nike a non seulement réussi à s'adapter aux changements du marché, mais a également créé de nouvelles tendances. En 1990, les ventes de l'entreprise ont explosé, dépassant 4 milliards de dollars. Nike a renforcé sa position en tant que leader mondial dans la production de chaussures de sport. Cette époque est devenue emblématique non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour toute l'industrie. Nike a établi une nouvelle norme en matière de marketing, où le produit devenait une partie de la culture et du style de vie. Phil Knight a prouvé que le succès ne réside pas seulement dans la qualité du produit, mais aussi dans la capacité à inspirer les gens et à créer un lien émotionnel avec eux. Que pensez-vous? Nike aurait-elle pu atteindre de tels sommets sans des décisions risquées et audacieuses? Partagez vos pensées dans les commentaires. En 1988, Nike a présenté son slogan légendaire Just Do It, qui est devenu non seulement un symbole de détermination, mais a également transformé toute l'industrie publicitaire. Cette simple phrase, créée par l'agence Wieden et Kennedy, a exprimé l'essence de la force intérieure et de l'inspiration, permettant à Nike de retrouver sa place sur le marché et de devancer ses concurrents. L'entreprise a mis l'accent non pas sur le produit, mais sur les personnes, ce qui a rendu la marque plus proche et émotionnellement plus compréhensible pour le public. Le slogan Just Dude est devenu un phénomène culturel, et Nike s'est transformé en symbole de style et de détermination. De 1988 à 1998, l'entreprise a augmenté sa part de marché et ses ventes, rendant ses produits populaires même parmi ceux qui ne pratiquaient pas de sport. Cette entreprise a consolidé le statut de Nike en tant que leader mondial, et son logo est devenu l'un des plus reconnaissables au monde, transformant la marque en une partie de la culture mondiale. En 1998, Nike a été confronté à un défi inattendu, lorsque sa popularité, qui avait auparavant été son atout majeur, a commencé à jouer contre elle. Les consommateurs ont commencé à percevoir la marque comme trop massive, ce qui a affaibli son attrait pour ceux qui recherchaient l'unicité et l'individualité. La situation s'est aggravée avec la défaite de l'équipe nationale du Brésil, sponsorisée par Nike, en finale de la Coupe du monde de football. Nike a toujours été associé aux victoires, et ce coup porté à son image a montré que l'entreprise avait besoin de changements sérieux. Phil Knight et son équipe ont compris qu'il fallait repenser la stratégie et aller de l'avant. Nike a décidé d'élargir ses horizons et de ne plus être simplement un fabricant de chaussures de sport. L'entreprise a commencé à proposer des vêtements, des accessoires et même des montres de sport. Cette diversification a permis d'atteindre un public plus large, suivant le principe de Knight de toujours proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant. Un pas important a été l'attraction d'un nouveau visage pour la marque après le départ de Michael Jordan du sport. En 1996, Nike a signé un contrat de 5 ans avec Tiger Woods, qui est devenu un symbole de succès dans le monde du golf. Bien que ce fût un sport moins dynamique par rapport au basketball ou au football, parier sur Woods s'est avéré être la bonne décision. Sa popularité a permis à Nike de renforcer sa position et de conquérir un nouveau public. De plus, l'équipe du Brésil, se réhabilitant après sa défaite, a remporté la Coupe du monde 2002.
ce qui a de nouveau ramené Nike vers la victoire sur la scène mondiale. Nike est également resté un innovateur dans le domaine de la publicité. En 2000, la société a lancé une publicité inhabituelle avec l'athlète Marianne Jones, qui se terminait à un moment captivant, incitant les spectateurs à se rendre sur le site pour continuer l'histoire. Cette approche interactive de la publicité était novatrice et a attiré un grand nombre de visiteurs sur le site de l'entreprise. Cependant, le projet le plus ambitieux a été la société Kletka en 2002. C'était une série de vidéos consacrée à un tournoi de football secret auquel participèrent les meilleurs joueurs du monde. La société comprenait un jeu en ligne, ce qui l'a rendue encore plus captivante pour les fans de football. Ce projet est devenu non seulement une publicité, mais un véritable univers dans lequel les fans de Nike pouvaient plonger. Ces approches innovantes ont aidé l'entreprise non seulement à retrouver ses positions perdues, mais aussi à les renforcer considérablement. En l'an 2000, les ventes de Nike ont atteint 12 milliards de dollars par an, et l'entreprise est redevenue un leader mondial. C'était un résultat impressionnant, compte tenu du fait que tout avait commencé par la vente de baskets en 1991. Le coffre de la voiture lors des compétitions sportives, l'histoire de Nike est un exemple de la façon dont une entreprise qui n'a pas peur du changement peut rester au sommet en trouvant de nouvelles façons d'inspirer et d'étonner ses clients. Nike a toujours avancé, créant des tendances et inspirant des millions de personnes. Et vous, quelles campagnes publicitaires de Nike vous ont le plus marqué? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de succès incroyables. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.